Ce sont 3 lettres que vous avez peut-être déjà entendues. AfD, Alternative for Deutschland. Deutschland kann nicht länger warten. Le principal parti d'extrême droite en Allemagne souhaite placer à la chancellerie cette femme, Alice Weidel. Und die Migrationswende, Wirtschaftswende müssen kommen. Und diese werden nur kommen mit der Alternative für Deutschland. Ich bedanke mich. L'AfD est devenue en 10 ans la deuxième force politique du pays. Une trajectoire qui inquiète et replace dans nos mémoires le souvenir des heures sombres de l'Allemagne. Mais ces craintes sont-elles justifiées? Et l'Alternative for Deutschland a-t-elle vraiment des chances de gouverner la première économie européenne? Pour savoir jusqu'où peut aller l'AfD, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Quand ce parti naît en 2013, il ne se focalise pas sur l'immigration, mais sur une réaction à la crise de l'euro. Ses fondateurs, qui sont pour la plupart des économistes conservateurs, critiquent les plans de sauvetage européens pour la Grèce ou l'Espagne. L'AfD d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'AfD au moment de sa fondation en 2013, pratiquement plus rien. C'était un parti souvent de cadres économiques, de professeurs eurosceptiques, qui voulaient une autre politique économique, mais qui n'était pas un parti d'extrême droite vraiment en tant que tel au début. Et le changement radical s'est fait suite à 2015, à l'arrivée de migrants en Allemagne. Et là, l'AfD a pris un virage, mais vraiment un virage complet vers des thématiques liées à l'islamophobie et la haine de l'autre en général. Depuis une dizaine d'années, l'AfD se rapproche de milieux ouvertement xénophobes et se construit autour de figures radicales comme Björn Höcke en Thuringe. En 2017, ce cadre de l'AfD avait fait parler de lui en dénonçant le mémorial de la Shoah. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Alors, très concrètement, quelles sont aujourd'hui les grandes lignes du programme de l'AfD? On retrouve plusieurs idées majeures. La sortie de l'Allemagne de l'UE, la levée immédiate des sanctions contre la Russie, une réduction des impôts et de l'État-providence, ou encore un retour à l'énergie nucléaire. Plus récemment, l'AfD a inscrit le concept de remigration dans son programme, c'est-à-dire un renvoi massif des étrangers qu'il juge inassimilables. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une vidéo générée par l'IA et diffusée par la branche jeunesse de l'AfD. Des Allemands, plutôt blonds et aux yeux bleus, qui expulsent des personnes présentées comme des étrangers. La branche AfD de Karlsruhe a même imprimé de faux billets d'expulsion, comme celui-ci. Certains habitants les ont retrouvés dans leur boîte aux lettres. On y lit « immigrés clandestins » avec une date de départ prévue le 23 février 2025, jour des élections, et puis cette phrase « chez soi aussi, c'est bien ». Une référence sinistre qui rappelle les faux billets de train à destination de Jérusalem qu'avaient distribués des membres du NSDAP hitlérien pour intimider la population juive. Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland, den wir in den ersten 100 Tagen einer Regierungsbeteiligung angehen. Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen. Und eine ganz klare Ansage an alle Welt, die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. L'AfD utilise aussi une rhétorique employée autrefois par les nazis. Par exemple, Umvolk, le remplacement de population. Volkstod, la mort de la nation allemande, ou encore Stimmwey, bétail électoral pour désigner les électeurs des autres partis. Le 14 mai dernier, un tribunal allemand a également condamné Björn Höcke à une amende de 13 000 € pour avoir utilisé, lors d'un rassemblement en 2021, le slogan nazi « Alles für Deutschland », tout pour l'Allemagne. Ces positions ont valu à l'AfD d'être placée sous surveillance par les services de renseignement allemands. Depuis mai 2024, la justice a confirmé que le parti pouvait être officiellement surveillé pour soupçon d'extrémisme. Ses branches les plus radicales, comme la Jeune Alternative, ont même été classées organisation d'extrême droite avérée. Fin janvier 2025, le Bundestag a même lancé des débats sur un possible bannissement du parti. Alors, une question s'impose. Pourquoi ce parti, qui s'est autant radicalisé au fil des années, attire aujourd'hui autant d'électeurs? Regardez déjà sa progression dans les enquêtes d'opinion. Entre 2013 et 2014, l'AfD plafonne autour de 4 ou 5% d'intention de vote. Mais en 2015, elle connaît un premier bond spectaculaire,
dépassant les 10%. Cette hausse coïncide avec l'arrivée massive de réfugiés en Allemagne, près de 890 000 demandes d'asile en quelques mois. L'AfD a alors su capitaliser sur la peur d'une partie de la population. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. La deuxième percée se produit à partir de 2022, peu après l'invasion russe en Ukraine. Cette fois, c'est la crise énergétique et la peur de l'inflation qui pèsent lourdement sur le moral des Allemands. L'AfD se démarque en réclamant la levée des sanctions et se présente comme le parti de la paix, promettant une baisse des prix de l'énergie et une reprise des discussions avec Moscou. Résultat, en 2024, l'AfD se maintient autour de 20% dans les sondages, avec une popularité qui est encore plus marquée à l'Est. Et c'est vrai qu'à première vue, cela semble paradoxal que cette région, qui a connu la dictature nazie puis communiste, développe aujourd'hui une attirance prononcée pour un parti très conservateur, qui promeut le culte de l'homme fort et dont certaines mesures programmatiques vont à l'encontre des lois constitutionnelles du pays. Ce qui est caractéristique de l'Est dans les sondages, c'est qu'il y a une moindre adhésion à la démocratie, aux promesses de la démocratie, et ça s'explique très simplement. Historiquement, la démocratie est arrivée à l'Ouest en 1949 dans un contexte de miracle économique, de plein emploi, de croissance, d'État-providence. Donc la démocratie, il y a eu de l'adhésion à la démocratie très facilement. À l'Est, elle est arrivée, la démocratie, en 1990 dans un contexte de chômage de masse, vraiment de masse, dans une situation économique catastrophique, toutes les usines qui fermaient, un taux de natalité qui est tombé dans les nouveaux Länder en 1994 à 0,77 enfants par femme. Donc ça veut dire que vraiment il y a un état de crise sociale existentielle très très forte, et c'est dans ce contexte-là qu'est arrivée la démocratie, donc déjà première difficulté. Et en plus, cette démocratie, elle n'a pas tenu ses promesses pour les Allemands de l'Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont encore défavorisés partout dans l'accès aux postes importants. Les Allemands de l'Est sont sous-représentés par rapport à la proportion qu'ils représentent dans la population allemande. S'adresser aux populations qui se sentent déclassées par rapport au reste de la population, c'est un autre ressort important pour l'Alternative für Deutschland. Mais à l'inverse de ce que tente le Rassemblement national en France, l'AfD ne cherche pas vraiment à se dédiaboliser. C'est la tactique opposée, c'est-à-dire au lieu d'essayer de se présenter comme quelqu'un de fréquentable, comme a fait le RN, pour espérer accéder au pouvoir comme ça et asseoir son assise électorale, l'AfD a fait l'inverse. Nous, on va aller vraiment dans un discours ultra virulent, ultra radicalisé. Et ce qui est terrible, c'est que ça fonctionne. Il y a quelques mois, un nouveau cap a été franchi. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un parti d'extrême droite est arrivé en tête d'une élection régionale en Allemagne. C'est arrivé en Thuringe, une région au centre-est de l'Allemagne. L'AfD a remporté 32% des suffrages, un chiffre sans précédent. Pour donner un point de comparaison, c'est un bond de 9 points par rapport à leur score en 2019. Et, à la tête de l'AfD en Thuringe, on retrouve Björn Höcke, celui dont on vous avait déjà parlé, l'une des figures les plus radicales du parti. Dans deux autres régions de l'ex-RDA, l'AfD a aussi réalisé des scores élevés. En Saxe, l'AfD a dépassé la barre des 30% derrière la CDU qui est arrivée en tête avec 32%. Au Brandebourg, le parti est à 29% et talonne le SPD, qui conserve sa première place de justesse. Aujourd'hui, à quelques jours des élections fédérales du 23 février, l'AfD est créditée de 21% des intentions de vote. Et sa progression dans les enquêtes d'opinion est impressionnante. C'est désormais dans les sondages la deuxième force politique derrière les conservateurs de la CDU-CSU, mais devant les sociodémocrates du SPD. De quoi susciter l'inquiétude du retour des heures sombres en Allemagne. Certains brandissent le spectre de la fin de la République de Weimar et l'arrivée au pouvoir d'Hitler sur fond de crise économique et de rejet des partis traditionnels. There are plenty of people and historians as well drawing comparisons between the 1920s Weimar Republic to today with Germany. What's really important to remember is that the Weimar Republic, part of the reason why it fell was because the Constitution itself created room for it to fail. There was much more stagnation in the parliament, that parties couldn't get things done, and what happened was that the Nazi Party was actually appointed in order to collaborate with the centrists. What we're seeing in Germany today is a similar kind of
political polarization, it's not as distinct as it was in the 1920s when it was polarized between the far-right Nazis and the far-left communists. What we're seeing now in Germany is that the political spectrum is shifting to the right. So the center is shifting to the right and the far-right is shifting to the right. Le 29 janvier 2025, un tabou est tombé en Allemagne. Les conservateurs allemands ont allié leur voix à l'AfD pour faire adopter ensemble un texte visant à durcir la politique migratoire du pays. Et comme vous pouvez le voir, les élus de l'AfD au Parlement allemand ne boudaient pas leur plaisir. Es ist wahrlich ein historischer Moment. Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues. Und das führen wir an. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le cordon sanitaire est rompu en Allemagne, ce qui a mobilisé des dizaines de milliers d'Allemands qui ont exprimé leur colère dans la rue. Et même si dans l'un de ses derniers meetings de campagne, le probable futur chancelier Friedrich Merz, chef de file de la CDU, a exclu une alliance avec l'AfD, Wir werden mit der Partei, die sich da Alternative für Deutschland nennt, nicht zusammenarbeiten. Vorher nicht, nachher nicht, niemals. Le tabou qui est tombé le 29 janvier a semé le doute dans le paysage politique. I think we have to keep in mind that Germany still has really strong institutions in a way that the Weimar Republic did not. Today's Germany very much still adheres to the Constitution. It's operating within a democratic system. And for the AfD to take full control of the government, they would need a majority, right, over 51% of the votes. And so what's much more likely to happen is that the AfD will enter into an alliance with the center-right CDU and come to govern that way. And in that way, the entire governing party will shift more to the right. J'imagine pas du tout l'AfD arriver au pouvoir au niveau national là en février prochain, enfin en mars, le temps que les négociations se fassent. Pour moi, ça c'est presque à 100% exclu. Mais voilà, les élections suivantes dans 4 ans, il peut se passer pas mal de choses. Ça reste vrai que le cordon sanitaire va tenir, qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs, mais on voit que c'est quand même chancelant parce qu'ils font quand même des scores importants. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne.